Je ne sais pas comment dire merci en Dothraki. Il n'y a pas de mot pour dire merci en Dothraki. Imaginez un monde où le mot merci n'existe pas. Il vous serait alors presque impossible d'avoir l'envie ou même l'idée de remercier quelqu'un. Dans les sociétés guerrières et nomades comme celle des Dothraki, ce sont la force, le courage et la survie qui priment. La courtoisie ou la gratitude n'ont pas leur place. Leurs interactions reposent sur l'échange et l'obligation de rendre l'appareil. Alors, l'idée même de dire merci est absente. Maintenant, imaginez que les Dothraki adoptent le mot merci. À présent, plutôt que de chercher à toujours rendre l'appareil, ils pourraient simplement exprimer de la gratitude. Ce changement hypothétique illustre parfaitement le principe de Sapir-Whorf, une théorie linguistique selon laquelle la structure d'une langue influence la perception et la pensée de ceux qui la parlent. Autrement dit, la langue que vous parlez sculpte votre manière de voir et de comprendre le monde. Cette théorie possède deux versions. D'abord, il y a la forme forte, aussi appelée déterminisme linguistique. C'est Benjamin Lee Whorf qui soutient que notre langage détermine notre pensée. Pour lui, les locuteurs de différentes langues voient le monde de manière radicalement différente. Les enfantes, leçon de grammaire. En française, la féminine l'emporte sur la masculine. Grégoire commence pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Tiffany Day soulève un point intéressant sur la genrification de la langue française. Selon elle, des règles grammaticales comme le masculin l'emporte sur le féminin influencent notre façon de penser sans même qu'on s'en rende compte. Pendant des siècles et des siècles, ainsi, on avait nommé les femmes qui créaient, écrivaines, autrices, mots, délices qui me nommaient. Alors, j'existais? Car je vais vous dire un secret. Quand on fait disparaître un mot, cela a pour effet d'effacer du même coup les possibles qu'il porte. Ça, c'est typiquement la théorie de Whorf, la forme forte, le déterminisme linguistique. Deuxième version de la théorie, la forme faible, souvent associée à Edward Sapir. Ici, l'idée est un peu plus nuancée. Masculinazie! Si la langue influence toujours notre pensée et notre perception, selon Sapir, elle ne détermine pas tout. Forme forte, forme faible, à quel point notre langue conditionne notre pensée, c'est un sujet qui fait débat. Mais la plupart des spécialistes s'accordent sur un point, oui, notre langue a un impact sur notre façon de penser. Dans 1984, Orwell explore comment les mots peuvent être altérés pour manipuler la pensée et contrôler la société. Le gouvernement de Big Brother utilise ce qu'il appelle la novlangue pour restreindre la pensée critique et l'expression libre. Quelle belle chose que la destruction des mots. Pas vu la 10e édition du dictionnaire Smith? Épaisse comme ça. La 11e sera encore moins épaisse. Oui, au fond, la révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite. Le secret, passer du traduire au pensée directe, et de là en réponse automatique. La langue venant de là, pas de là. Chaque année, le dictionnaire s'amincit, des mots disparaissent, limitant ainsi le vocabulaire des gens. Le but, empêcher les citoyens d'avoir des idées qui pourraient défier Big Brother et son régime totalitaire. Imaginez un monde où des mots comme liberté ou égalité n'existent plus. Ils sont purement et simplement rayés du lexique. En conséquence, les concepts derrière ces mots deviendraient étrangers pour le citoyen lambda. Mais la novlangue ne se limite pas à la suppression des mots, elle modifie aussi leur usage et leur signification. Des concepts entiers sont peints en noir ou blanc, sans aucune place pour la nuance ou l'interprétation. Cette simplification radicale de la langue aligne la pensée des citoyens sur la doctrine du parti, montrant comment le contrôle du langage peut mener au contrôle de la pensée. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Alors je vous préviens, je m'apprête à faire un parallèle délicat, mais qui illustre parfaitement comment l'altération d'un mot peut influencer notre façon de penser.
Prenons l'exemple des théories du complot autour de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963. À cette époque, le terme complotiste n'avait pas la même connotation qu'aujourd'hui. Exprimer des doutes sur la version officielle, même en impliquant la CIA ou la mafia, ne faisait pas automatiquement de vous un marginal discrédité. On pouvait se demander si c'était pas un complot, si c'était pas comme avec l'Union soviétique, ça allait très mal, un grand complot pour démolir la puissance de l'Amérique. De nos jours, c'est une autre histoire. Peu importe le sujet, adhérer à une théorie du complot vous catégorise immédiatement comme non crédible. Oui, quoi? Raoult serait la réincarnation de Panoramix? Pourtant, l'histoire nous a montré que des complots existent. En 1972, au lendemain du cambriolage du Watergate, si vous aviez déclaré « ça, c'est un coup de Nixon », vous auriez été un complotiste. En 1974, après que des enregistrements secrets ont confirmé son implication, vous auriez été un complotiste qui avait raison. Encore une fois, ici je tiens à préciser que mon intention n'est pas de suggérer que les gouvernements manipulent sciemment la connotation du mot complotiste à la manière du parti dans 1984. Mon objectif ici est juste de souligner le pouvoir des mots et comment leur connotation peut conditionner notre façon de penser. Ça concerne ma mère. Oh, je sais comment sont les mères, vous savez. Tous les dimanches, quand la mienne vient déjeuner, elle apporte un énorme gâteau fourré avec de la crème pâtissière. Et elle sait que c'est mon péché mignon. Cette scène, issue de la série Malcolm, illustre parfaitement comment notre perception des mères est façonnée. Abe, qui ne connaît pas la mère de Lois, imagine automatiquement une figure aimante. Cette image est ancrée dans notre inconscient collectif. Une mère est censée n'être qu'amour, prête à tout sacrifier pour ses enfants. Abe, ayant lui-même une mère attentionnée qui le materne encore à l'âge adulte, il pense donc naturellement que toutes les mères sont comme la sienne. Sauf que Abe se trompe, la mère de Lois est en réalité une mère horrible et maltraitante, et aussi vrai que les complots existent, les mères maltraitantes existent aussi. Le problème d'un mot tel que mère, c'est qu'il est chargé d'une connotation tellement positive que pour beaucoup de gens, y compris des thérapeutes, il est inconcevable qu'une mère puisse intentionnellement faire du mal à son enfant. Donc non, moi je ne vais pas dans le sens des thérapeutes qui disent vos parents ont fait ce qu'ils ont pu, parce que dans ces cas-là, c'est pas la peine de payer une consultation. Il y a tous les gens de votre entourage qui vont vous dire ça. Pourquoi il y a ce phénomène de groupe comme ça qui existe dans les familles où on se protège entre guillemets? Parce que d'abord il y a le déni du mal, c'est-à-dire que à la limite, conceptuellement, accepter que le mal existe, oui, bien sûr, il y a des choses qui sont pas belles dans l'humanité, mais ensuite accepter que c'est dans la famille. Dire que le mal prend le visage de la maman. La maman, c'est la vie. C'est quand même la figure complètement idéalisée qui ne doit être que bienveillance et dévouement sans aucune ambivalence. Pour ceux qui, comme Marie-Estelle Dupont, ont grandi avec une anti-mère, c'est une double peine. Non seulement ils ont été privés d'une enfance normale, mais aussi ils restent souvent incompris et sans soutien de leur entourage. Sur des forums dédiés aux survivants de parents toxiques, vous trouverez que beaucoup préfèrent utiliser le terme de géniteur ou génitrice pour éviter d'associer à tort des qualités maternelles à des femmes qui en sont dénuées. Alors, évidemment qu'un fils ou une fille se doit d'aimer sa mère. Il est de son devoir d'être un bon enfant et de prendre soin d'elle quand elle vieillira. Mais une personne qui traumatise son enfant, le manipule, même si elle l'a mis au monde, ce n'est pas une mère. Une mère materne, une mère aime, une mère est bien traitante. Si la personne qui vous a mis au monde passe son temps à vous nuire, soyez civilisé, dites-lui merci et ne vous sentez pas obligé de lui rendre l'appareil. Je te le demande pas, je te l'ordonne maintenant. Dehors, sors de chez moi, allez, oust! Dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai vu beaucoup de valeur ajoutée dans vos commentaires. J'ai trouvé que ça a permis à la vidéo de beaucoup gagner en profondeur. Donc, n'hésitez pas à rebondir ou à partager vos expériences dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et pour ceux qui ont subi un rejet familial, j'ai conçu un programme gratuit de 6 leçons pour vous aider à comprendre et surmonter ces épreuves. Ça se passe sur rejet.fr, vous trouvez le lien en description de la vidéo.